ancien directeur du Michelin qui s'appelait Jean-François Mesplède. Il fait son travail bien évidemment, il a beaucoup de rigueur, il dit j'enverrai quelqu'un. Et il se trouve qu'un jour de septembre, c'était 3 ans avant que j'ai l'étoile, il y a un déjeuner, un vendredi midi, c'était pendant les étoiles de Mougins, je m'en rappelle toujours. Et à la fin du repas, mon épouse encaisse une table de 2 et puis le monsieur pose sa carte de visite sur la table après avoir payé. Jean-François Mesplède, directeur du Michelin. Ah ouais. Et parce qu'en gros à 11h30 j'étais étoilé, à 14h30 je l'étais plus. Salut, c'est Toto. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. On est ici, en plein cœur de Paris, dans un écrin magnifique pour rencontrer un chef qui nous vient du sud-ouest. J'ai nommé Sébastien Sanjou, qui va nous parler d'humain, qui va nous parler de rencontres, qui va nous parler de produits, de vie, de passion, de transmission aussi, de partage. Bref, ce qu'il a construit dans le sud-ouest et comment il en a fait sa marque de fabrique pour aller ensuite dans le sud-est, pour aller à Paris. Bref, un chef hyper attachant. Vous allez voir un épisode captivant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'installe confortablement. Préparez-vous pour une émission riche de partage, d'échanges et d'ovalie. Et non pas d'ovalie puisqu'on n'a pas parlé de rugby. Bizarrement. Ah ouais tiens, j'ai pas abordé le sujet de l'ovalie. On y va, c'est tout de suite. Les chefs se mettent à table sur Sébastien Sanjou. On y va, allez hop, action. Et ben c'est parti. Mille merci de nous recevoir dans ce lieu. Depuis tout à l'heure, je lève pas les yeux au ciel, mais au plafond. Bah oui. C'est sublime ici. Bah écoute, merci à toi d'être là. On a la chance, on a un écrin assez incroyable. Hein. Ah, incroyable. Un bijou rare et caché. Ah ouais. Qui est unique en son genre, unique à Paris. Et là, on est dans le bar, ici. Là, on est dans le bar. Ici, on est à Grappille, qui est le bar à vin de Maison Villeroy. Voilà, Ouais. dont Xavier Tuisa s'occupe. Voilà, on a la chance de pouvoir travailler à ses côtés, ce qui est un bonheur absolu. Et juste à côté ici, on a le restaurant. Tout à fait, tu as le restaurant 33. Génial. Que j'ai la chance de piloter depuis bientôt 6 ans, puisqu'en janvier, ça fera 6 ans en janvier. Ça fera 6 ans en janvier. Voilà, Et ben, on démarre tout de suite pour cette émission. Première chose, c'est disponible aussi en podcast, donc il y a peut-être des gens là qui sont en train d'être au travail ou en train de faire du sport, etc. Ouais. Et qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas. Formidable. Donc pour elles et eux, est-ce que tu pourrais te présenter déjà? Bah, écoute, avec plaisir, je m'appelle Sébastien Sanjou, je suis cuisinier voilà, depuis 23 ans maintenant. Voilà, je suis originaire du sud-ouest. Et voilà, donc on a la chance un petit peu de travailler dans diverses maisons en France, puisqu'on a 8 qu'on accompagne. Et voilà, donc on va développer Exactement. et parler un peu de tout ça. Tu vas nous raconter tout avec ça. plaisir. Et ben on y va avec la première question par rituel. Mais c'est quoi ton premier souvenir de nourriture, toi? Ça remonte à quand? C'était où? Écoute, mon premier souvenir de nourriture, c'est souvenir d'enfance, puisque je suis originaire du sud-ouest, donc c'est quand même une région de gourmandise, tu Oui. vois. Et, Oui. et je pense que mon premier gros souvenir de nourriture, c'est très simple, c'est une garbure complète que faisait mon père. Je suis issu d'une famille de restaurateurs depuis 5 générations, enfin charcutier, traiteur et restaurateur. Et je pense bien que c'est la garbure qui est une soupe paysanne traditionnelle du sud-ouest, tu vois. Mais que papa faisait avec une cuisse de canard poché dedans, des rillettes, un peu de jambon blanc, enfin un truc ultra gourmand, tu vois. Et c'était un bonheur assez incroyable. Voilà, ça c'est Ah oui, donc des choses très très simples, tu vois. t'es tombé dedans étant petit. Quoi. Je suis arrivé dans un C'est restaurant, ça j'avais 10 jours et j'en suis jamais sorti. Voilà, tu vois, donc je vis dans un restaurant depuis que je suis né et puis toujours aujourd'hui, puisque au Relais des Moines, qui est ma maison principale dans le Var, j'y habite. Donc c'est le lieu où j'habite, donc c'est toujours le cas. Ouais. Et alors, j'imagine que c'est pas forcément le cas, mais pas tout de suite, pas à 10 jours, mais très vite, tu t'es dit que c'est ce que tu allais faire comme métier, parce que si ça se trouve, c'est pas forcément le cas, tu vois. Et Pas en l'occurrence, c'est pas du tout. Pas forcément le cas du tout, parce que tu sais, quand tu es enfant, c'est pas toujours évident. On a des métiers, on avait aujourd'hui, les choses ont changé bien heureusement, mais à l'époque où mes parents étaient en pleine activité, c'était beaucoup de travail, c'était un travail un petit peu saisonnier. Et donc les vacances, tu les passais avec les grands-parents. Voilà, enfin, j'ai toujours eu beaucoup de bonheur dans ma jeunesse, mais pas forcément celle d'une vie équilibrée à laquelle on pense, à laquelle les autres ont toujours accès. Ouais. Et donc au départ, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, parce que j'ai vu des parents travailler très 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 dur toute leur vie. Ouais. Et c'était pas simple, donc voilà, non, au départ c'était pas forcément ça. Alors j'aimais énormément manger, j'ai appris à découvrir et au fil des années à aimer la cuisine, et voilà, c'est dans les gènes ça, tu vois. Tu cuisinais au début, enfin je veux dire petit? Ouais, petit. Ah quand même aussi. Ouais. Moi mes premières 8-9 ans j'étais en cuisine et GD.
Donc, ouais. Et tu faisais Et quoi? après, j'ai fait la plonge, des petites choses. Des petites choses puches, Le commis, la plonge, le commis du commis. Le petit commis, faire la plonge, on fait ce qu'on fait, voilà. Mais j'ai aidé très tôt, ouais. Ouais, non, moi j'ai été baigné dedans pour le coup très très tôt. J'ai fait du service aussi après. Enfin, voilà, j'ai fait tout un tas de choses, tout ce qu'on fait quand on est enfant dans un restaurant et que c'est ta maison, quoi, tu vois. Donc, bien sûr, bien sûr. donc tu files un coup de main, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et puis après, non, c'est un peu plus tard que j'ai voulu le faire. Je pense que c'est vers 14-15 ans, tu vois, où j'ai dit, ouais, bon, quand même. Ça me titille. Ça me titille, j'aime ça. Et donc après, je suis parti au lycée hôtelier à Biarritz. D'accord, donc tu as pas le cursus classique, mais... Alors, j'ai pas du tout un cursus classique, tu vas voir, je vais te dérouler tout ça, mais il commence par un cursus classique où je vais au lycée hôtelier. Oui, ouais. Donc jusque-là, ça va. Ouais. Et après, mon déclencheur pour ce qu'on appelait la haute gastronomie, vraiment, les maisons étoilées, j'avais la chance d'avoir en classe avec moi un de mes meilleurs amis qui s'appelle Xavier Ibarbour, à la table des frères Ibarbour au Pays Basque, qui est la plus belle maison du Pays Basque. Et un samedi soir, on part pour sortir à la Pichouli, tu vois, à la frontière espagnole, tu vois, aller en boîte, aller faire la fête. Ouais. Et on passe au pass avant de partir pour saluer son père et son oncle. Et puis on allait partir, quoi. Et puis là, son père, il nous prend au pass et il commence à nous compter tous les plats qui sont en train de sortir un samedi soir dans un restaurant complet avec cette immense brigade. Et il nous explique tout, tu vois. Et puis on est parti, il devait être 23h30 au minuit, quoi. Et c'est là où j'ai dit, putain, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc t'es resté 2 heures ouais, on est resté à écouter à écouter le chef qui vous a tout... Il nous racontait tout, il nous expliquait tout. Et j'ai dit, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est magnifique, ça. Ouais, c'est le déclencheur de ce que je suis aujourd'hui, et sincèrement, là, parce que je ne connaissais pas cette restauration avant. Voilà, on connaissait la restauration traditionnelle. J'ai toujours vécu dans un restaurant. Papa est un excellent cuisinier, mais pas un chef étoilé, quoi. Donc là, c'est ce jour-là où j'ai le déclencheur, quoi. Et toi, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis après, sortie de lycée hôtelier, je devais partir chez Martine Berassategui pour commencer à faire mon apprentissage, je crois comme on fait tous, de maison en maison. Et là, mes parents qui, entre-temps, avaient repris un petit restaurant à Saint-Égulphe, dans le Var. Papa, il avait 60 ans à l'époque, il dit, écoutez, moi, je fais ça depuis que j'ai 14 ans, j'en ai marre, j'ai assez fait. Donc, ma mère étant plus jeune, j'ai dit, bon, ok, je vais vous aider, je vais rentrer avec vous, mais par contre, moi, c'est pas ce que je veux faire, quoi. Donc, la glycine à Saint-Égulphe, on va pas rester là, quoi. Donc, du coup, on s'est mis en quête de trouver une maison. Et puis, ça a été, je te passe les détails, mais pas simple. J'avais 19 ans et on a trouvé le Relais des Moines qu'on a pris avec maman au départ et qu'on a toujours, qui est ma maison principale. Donc, ça veut dire que, à quel moment tu es devenu chef de ta première... 19 ans. Ah ouais, donc 19 ans, tu te retrouves. Il y a combien de personnes avec toi en cuisine? À l'époque, on n'est pas beaucoup. On est à peu près, je pense, 3-4 en cuisine, autant en salle. Mais enfin, c'est déjà une grosse structure. Le Relais des Moines est une très belle maison. Et alors qu'on a fait évoluer au fil des années, bien évidemment, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça a été un long chemin. Et puis, c'est surtout que toutes les conneries que j'ai pas appris chez les autres, je les ai faites chez moi, quoi, tu vois. Exemple. Ça a été un peu plus long. T'apprends, t'as pas d'expérience, t'as 19 ans, quoi. Donc, c'est ça. T'as certainement un don pour la cuisine, un toucher de cuisine assez naturel. Mais bon, toutes les techniques, la cuisine, ça s'invente pas, ça s'apprend. Donc voilà, donc on a appris, et puis on a pris le talent, et puis ça a été long, et puis voilà. Et je regrette pas, tu vois. Dès le début, à 19 ans, de toute façon, t'as en quête de faire de la gastronomie, de la haute gastronomie là-bas. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une étoile Michelin un jour, tout à fait. Voilà, ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris 10 ans. 10 ans pour réussir à avoir la première. Mais, comment ça se passe ces 10 ans-là? C'est 10 ans de travail, j'imagine. Écoute, c'est 10 ans de travail, c'est 10 ans de travail, c'est 10 ans d'apprentissage, c'est 10 ans de réflexion. J'ai la chance, dès le départ, de croiser 2 hommes exceptionnels, l'un qui s'appelle Alain Ducasse et l'autre qui s'appelle Jacques Maximin, qui très tôt ont beaucoup de bienveillance avec moi et continuent d'ailleurs à en avoir. Et me distillent comme ça quelques conseils précieux, qui ne sont pas forcément des conseils de cuisine, mais qui sont des conseils plutôt philosophiques. C'est-à-dire, je vais t'en donner un, ils te disent, pour que tu y arrives, de toute façon, il va falloir 10 ans. Pour qu'un cuisinier construise son identité, il faut 10 ans. Pour qu'il puisse en sortir, il faut 10 ans de plus. Et peu importe ton talent, c'est incompressible. Et donc du coup, pendant toutes ces années, toi, tu as une idée de ce que tu veux faire et de ce que tu aimes. Tu vas avoir tout un tas de gens autour de toi qui vont faire, à l'époque, de la cuisine moléculaire, l'autre de la fumée, l'autre ceci, l'autre cela. Et oui, ils vont avoir beaucoup d'articles, ils vont devenir célèbres très vite, mais dans quelques années, ils ne seront plus là. Donc ne tombe pas là-dedans. Fais ce que tu as envie de faire, ça sera long, mais au bout, tu seras toujours là et tu y arriveras. S'ils n'avaient pas été là pour me prodiguer ces conseils-là, je ne serais pas en train de parler tous les deux. Tu serais parti dans des trucs... Je me serais perdu. Tu vois, parce que la maturité d'un cuisinier, c'est quelque chose qui est long à acquérir et qui demande beaucoup de... Voilà, il faut être très besogneux, pas se perdre,
avoir ton identité, ça doit sortir de tes tripes et puis ça se construit, quoi. Tu vois. Eh ben, comment tu construis ça alors de 19 à 29 ans alors? Comment c'est quoi le chemin? Le chemin, au final, il est assez simple. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est le produit, la simplicité, des goûts puissants, du caractère, voilà. Et donc, j'affine le trait au fur et à mesure de mes cartes. Tu goûtes, tu fais des choses bien, tu fais des choses moins bien, t'apprends surtout à enlever des choses. Parce que le plus grand, je dis toujours, le plus grand défaut du cuisinier, c'est sa générosité. C'est sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Le problème, c'est que comme on a tendance à toujours vouloir donner beaucoup de bonheur aux autres, c'est la base de notre métier, on a souvent tendance à en faire trop, pour être démonstratif. Et c'est là qu'on se trompe. Sauf que se rendre compte de ça, en vérité, quand je le dis, ça paraît très simple, mais en vérité, c'est très compliqué. Et donc, tu passes des années à goûter, à comprendre, à épurer, à enlever pour garder l'essentiel, pour avoir vraiment le juste goût, la cuisson, le jus, tout ce qu'il faut pour construire ton ADN et puis le développer, quoi. T'emparer de ton territoire, ça c'est un vrai sujet aussi. Hein. C'est compliqué ce que tu dis pour un néophyte comme moi, parce que tu n'es pas le premier à me dire ça. Tu sais, à dire que quelque part, plus c'est simple, visuellement, etc., mais en fait, plus c'est compliqué. Exactement. Aussi. Parce que tu ne peux pas maquiller, tu ne peux pas tricher. Tout à fait. Donc ça veut dire que dès le début aussi, dès que tu es passé à une approche de simplification, j'imagine que tu dois aussi faire hyper attention aux artisans avec qui tu travailles, sur les produits que tu sources. Ça, c'est une vraie quête. Oui, tout à fait. Ça, c'est une vraie quête d'avoir des artisans, des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs, enfin tout autour de toi, avec qui tu construis une relation de fidélité aussi, hein, parce que tout ça, ça se fait pas comme ça. Et donc, c'est toute cette construction de ton identité, de ton écosystème, qui fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à un résultat qui peut être un peu sympa. Quoi, ouais, c'est ça. Donc en 10 ans, là, tu vas progresser, simplifier ta cuisine, entre guillemets, pas aux chances, oui, bien sûr, et la rendre plus complexe quelque part aussi. Parce que faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ça. La technique, du coup, il y en a beaucoup, mais elle ne doit pas se voir. À partir du moment où tu vois la technique, c'est qu'il y a un problème. Donc tu dois apprendre à mener de la facilité, de la fluidité, de la fausse simplicité. C'est ça. Mais c'est ça qui est très intéressant. Et quand, juste avant d'arriver à l'étoile, là, tu regardes tes plats que tu faisais il y a 10 ans, etc., tu dis, oh là là, j'en faisais trop. Ah ben évidemment. Il y en a trop. Tu as trop de choses, tu vas pas assez à l'essentiel, tu manques forcément des fois de justesse, de sapidité, de précision. Enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça qui... C'est assez intéressant quand on fait un retour sur tout ça et sur l'évolution et ta prise de maturité finalement. Ce qu'il faudrait là, c'est dommage, c'est presque avoir, tu sais, 2 photos d'assiettes. Toi à 19 ans et toi à 29 pour voir la diff et dire tu vois, regarde, ça je pourrais pas le refaire, ça c'est ça va trop. Pour le coup, ça m'arrive de temps en temps de regarder parce qu'on faisait des photos depuis très longtemps de nos plats et tout ça, tu vois, pour les sites internet, pour tout ça. Et donc j'ai les photos de. Si tu peux m'en envoyer, on les mettra avec plaisir. On les mettra en incruste les photos pour voir en effet la différence. C'est génialissime. Oui, forcément une différence énorme. Et alors du coup, en termes de technique de cuisson, est-ce que tu as toujours le même matériel qu'au début? Comment tu fais évoluer ta technique du coup? Écoute, on a refait notre cuisine au Relais des Moines, puisqu'au départ on avait une cuisine qui était ce qu'elle était, qui était bien, mais qui n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui on s'est doté d'un outil de travail qui est extrêmement pointu et voilà, il y a 10 ans qu'on l'a fait. Et là aussi ça te permet, cet outil-là de pointu, de pouvoir... Écoute, c'est surtout une évolution de confort pour tes équipes, je dirais. Okay. Que pour la technique en soi, pas forcément, parce que le matériel, il a évolué, si tu veux, dans la facilité de travailler au quotidien, de nettoyer, moins de chaleur, plus de facilité au nettoyage. Enfin, ça a facilité notre vie, mais une cuisson, c'est une cuisson, quoi. Quand tu rôtis, tu rôtis. Hein, c'est ça. Et oui. Donc voilà, non, après, moi, en ce qui me concerne, il y a quand même au bout des doigts quelque chose qui se passe, on appelle ça le feu sacré. À un moment donné, il peut s'apprendre, mais enfin, il y en a qui l'ont et puis il y en a qui l'ont pas. Donc, voilà. Je crois que j'ai la chance de l'avoir. Ouais, tu peux apprendre la technique. Par contre, l'espèce de petite chose supplémentaire, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a un ressenti que tu as quand tu rôtis, quand tu assaisonnes, quand qui est quelque chose qui est de naturel, de spontané. Et toi, ton ressenti, c'est plutôt visuel, c'est plutôt touché, c'est plutôt les deux. Comment tu fais corps avec tout? Non, le toucher, je pense que c'est très important, tout à fait. Ouais. Pour la cuisson, en tout cas, c'est très important. Ah bah tiens, ça me faisait penser à une question que je t'ai pas posée, mais tu vas voir, peut-être que c'est une connerie ou pas. Est-ce que le fait d'aller du sud-ouest quelque part au sud-est, est-ce que du coup, ça t'a
J'allais t'en parler parce qu'effectivement, ma vas-y. cuisine est un peu un pont, Oui. dans le sens où mon terroir de naissance, c'est le terroir du Sud-Ouest, qui est une cuisine, comment dirais-je, très aromatique, assez puissante, très réduite, concentrée, mijotée, voilà, qui a beaucoup de goût. La Méditerranée, c'est une cuisine de saveurs, de délicatesse, ensoleillée, de parfums subtils. Et je pense que mon identité, c'est la rencontre de ces deux terroirs, entre mon terroir de naissance et mon terroir d'adoption, où finalement je me suis approprié la Provence et la Méditerranée, mais toujours quand même en gardant peut-être cette puissance aromatique qu'on retrouve plus dans le Sud-Ouest. Tu vois. Ces réductions, ces concentrations de goût, tu vois. C'est ça. Et je pense que le fond de mon identité, c'est un pont entre ces deux. Le mariage des deux. Oui, tout à fait. Alors, elle est beaucoup plus méditerranéenne et provençale aujourd'hui, forcément, c'est mon terroir depuis 23 ans, donc voilà. Mais il y a toujours ce fil quand même avec cette cuisine du Sud-Ouest que j'aime tant. Et alors, j'ai compris donc comment tu fais évoluer ta cuisine, mais en arrivant, tu vas aussi avoir des fournisseurs, des artisans qui vont te faire découvrir des produits que tu ne connaissais pas forcément, par exemple, des poissons de Mède ou des agrumes, etc., que tu n'avais pas... Tout à fait, que tu n'as pas dans notre terroir, tout à fait. Et alors, comment tu as réagi à ça, toi? Bah, écoute bien, parce que c'est bon. Non, mais après, tu sais, ça devient ton environnement, tu goûtes, tu réfléchis, tu apprends à intégrer dans ta palette d'arômes et de saveurs au fond de toi tous ces éléments-là, quoi. Et ça devient finalement ton solfège, quoi. Enfin, voilà, ça devient tes gammes, quoi. Voilà. Donc ça devient ta base de travail au quotidien, puisque c'est autour de toi. Donc, voilà. Mais c'est passionnant. Ouais. Mais je fais toujours quand même de petites incursions dans le Sud-Ouest, toujours sur ma carte. Quand même sur des productions, sur des volailles, par exemple. Alors, on a des gens qui font bien dans le Sud-Est, mais on a quand même une tradition d'élevage qui est dans le Sud-Ouest, qui est toujours actuelle aujourd'hui et qui s'était un petit peu perdue dans le Sud-Est pour des raisons d'évolution de la région. Voilà, c'est comme ça. Et donc on a toujours dans le Sud-Est beaucoup de magnifiques légumes, herbes aromatiques, produits de la mer extraordinaires. Oui. On a tout un tas c'est un terroir qui est sublime. Mais on a quand même un savoir-faire dans le Sud-Ouest sur l'élevage qui, à mon sens, est un peu plus pointu et un peu plus... voilà, bah comme ça, spontanément, je pense effectivement aux volailles ou aux noirs de Bigorre, aux cochons. Par exemple, tu as des cochons exceptionnels aussi. Si tu parles de la volaille, moi je travaille avec Pierre Duplantier, qui est un producteur qui est à la limite des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, qui est un type extraordinaire, qui fait un travail qui est sublimissime, quoi. Si un jour tu veux qu'on aille justement voir ces producteurs ensemble, tu vois, pour mettre leur travail en avant, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir, et puis il faut, parce que sans ces gens-là, c'est ça. Moi je ne peux pas travailler. Écoute, c'est pour ça que j'ai créé les hors-séries, parce que les chefs me disaient, tu vois, cette assiette elle est sublime, mais si j'ai pas ce produit-là, ça peut pas marcher, etc. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il faudrait les mettre aussi en avant. Voilà. De toute façon, il y a une célèbre phrase d'Alain Ducasse qui dit il vaut mieux un turbo sans génie qu'un génie sans turbo. Ça résume à peu près le truc. Ah, j'adore. Alors, voilà. Et alors, on passe du coq à l'âne, mais c'est vachement intéressant. Il y a quand même un fil conducteur qui est donc ces 10 années jusqu'à ta première étoile. Tout à fait. Et alors, 29 ans, première étoile, c'est quoi? C'est le choc? Comment tu l'apprends? T'es où? Alors, c'est pas un choc parce que ça fait plusieurs années, c'est une anecdote assez intéressante d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on nous prédit cette première étoile. Bien 3-4 ans, voilà, vraiment. Que tous les ans, à la sortie du Michelin, il y a écrit. Comment ça se fait? Il y a même un célèbre critique dans la région qui est un ami aujourd'hui, qui est un homme extraordinaire, qui s'appelle Jacques Gantier, qui me suit depuis mes tout débuts. Et qui faisait des unes, celui qui était Nice Matin, tu vois, il faisait des unes Nice Matin en disant « Sanjou n'est toujours pas étoilé ». Ah oui. Donc c'était un vrai sujet. Il a un vrai sujet. C'était un vrai sujet. Et puis quelques années avant, chef par l'ancien directeur du Michelin qui s'appelait Jean-François Mesplède, un grand monsieur, et qui dit, c'est Jacques Maximin qui avait fait ça, et qui dit mais putain, le petit là il est toujours pas étoilé, machin, un truc, on comprend pas et tout. Et donc monsieur Mesplède, lui qui fait son travail bien évidemment avec beaucoup de rigueur, dit j'enverrai quelqu'un. Et il se trouve qu'un jour de septembre, c'était 3 ans avant que j'ai l'étoile, si je dis pas de bêtises, il y a un déjeuner, un vendredi midi, c'était pendant les étoiles de Mougins, je m'en rappelle toujours. Je perds une partie de ma brigade. J'avais un sous-chef à l'époque qui était venu avec des mecs du Bas-Bréau. Bon, ça s'était pas bien passé. Et je me retrouve en cuisine avec un apprenti, service du déjeuner complet.
On fait le service, pas un bon service forcément, on rate notre service. Et à la fin du repas, mon épouse encaisse une table de 2 et puis le monsieur pose sa carte de visite sur la table après avoir payé. Jean-François Mesplet, directeur du guide Michelin. Ah ouais. Et donc forcément on l'avait raté. Et j'en reparle quelques années après avec lui. Après, il n'était plus directeur du Michelin. Et entre-temps, j'avais eu l'étoile, donc 3 ans après. Et à l'époque, Jean-François me dit, bon Sébastien, alors, avec le recul, j'ai eu raison ou j'ai pas eu raison de ne pas l'avoir mis à ce moment-là? Parce qu'en gros, à 11h30, j'étais étoilé, à 14h30, je ne l'étais plus. Voilà comment ça s'est passé. Et j'ai dit non, vous avez eu raison. Et il m'a dit, ah ben c'est bien, parce qu'en fait, j'étais pas prêt. Et en fait, la vérité, c'est que l'étoile, quand elle arrive, c'est quand même un chamboulement pour une maison. C'est-à-dire que ça apporte une nouvelle clientèle, il faut être prêt à l'accueillir. Alors, il ne faut rien changer. On te la donne pour ce que tu fais, pas pour ce que tu feras. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. Ouais. Mais malgré tout, ça amène une clientèle différente, qui est beaucoup plus exigeante. On se retrouve avec beaucoup plus de volume de travail. Tu l'as noté tout de suite, dès ton étoile, ça, instantanément? C'est 30% direct, merci, au revoir. Pas de discussion. Et donc, il faut être prêt. Les médias, la médiatisation d'un chef, quand c'est un vrai sujet. Quoi. Oui, t'as aussi ça. T'en as qui, voilà. Donc, ça demande quand même, à mon sens, pour l'avoir vécu à 2 reprises, mais puisqu'on a eu à Ozark et puis on l'a eu ici, mais une certaine stabilité, une certaine sérénité, d'être bien entouré, d'avoir des équipes autour de soi. Les équipes, n'oublions jamais que l'étoile est un travail collectif. C'est pas le travail d'un chef. Donc ça, c'est quand même très important à rappeler. Et donc, il faut être bien entouré. Et la vérité, c'est qu'à l'époque, j'étais pas assez entouré. Et avec le recul, tu comprends ça, quoi. Mais évidemment. Ouais. Et après, j'ai structuré les choses. J'ai des jeunes qui sont toujours avec moi, d'ailleurs, aujourd'hui, dont Hélène Hainaut, qui est mon bras droit et mon bras gauche depuis plus de 15 ans. Alors comment on structure alors, quelque part? Comment à 27, 28 ans, c'est ça, où tu te dis, tiens, maintenant, il faut que je structure le truc? En fait, c'est très simple. Tu apprends tout simplement à te poser, à prendre de la hauteur, à trouver les bonnes personnes qui te correspondent et puis à construire avec elles. Et ça, c'est la clé. La vraie clé, elle est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dérouler, mais je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que seul, on ne fait rien, quoi. Non. Donc il faut... Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui seraient dans cette situation-là, le premier critère pour retrouver cette personne-là, à ton avis, c'est d'abord la complémentarité, l'aspect, comment dirais-je, humain, plus que la technicité ou les compétences. Tout à fait. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Toujours. Après, encore une fois, la compétence, on l'acquiert. On travaille, on progresse. Voilà, ça, c'est des choses très concrètes sur lesquelles on peut se former, échanger. Voilà. L'humain, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien et qui on partage des valeurs, qui a envie de construire sur le long terme, ce qui n'est pas toujours évident de nos jours. Enfin, ça existe toujours, bien heureusement, mais c'est de plus en plus difficile. Et donc voilà, et donc c'est une base humaine qui fait qu'après on construit les choses. Et puis surtout, moi, je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais s'il y en a un surtout que je donnerais, c'est qu'il faut prendre son temps. En fait, on vit dans une société, elle est ce qu'elle est, on fait avec, qui va très vite. Notre métier, c'est pas ça. Notre métier, c'est l'inverse. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sont dans cette société, qui ont toujours connu ça avec beaucoup de rapidité, voilà, les réseaux sociaux, l'instantanéité de la vie, quoi. Voilà. Ouais. Et notre métier est l'opposé absolu de cette philosophie. C'est très simple. Voilà. C'est prendre le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et j'en reviens à ce que m'avait dit Jacques il y a quelques années, en me disant qu'il te faudra 10 ans pour construire. Voilà. Et c'est incompressible. Je me rappelle d'un déjeuner chez un jeune chef de talent, bien évidemment que je ne peux pas citer, mais qui venait d'ouvrir une maison à Paris et qui est un mec extraordinaire, hyper bien formé. Et il ouvre, je vais déjeuner chez lui, dîner chez lui. Je fais un repas extraordinaire. Il a l'étoile, d'ailleurs, assez rapidement, qui était totalement mérité. Mais quand je sors du repas, je dis à la personne avec qui je mangeais, je lui dis, ben là, tu vois, ce chef-là, on le connaît, il est passé chez un tel, chez un tel, chez un tel, chez un tel, dans sa formation. Et finalement, on a retrouvé toutes les identités des chefs chez qui il a été formé dans l'assiette ce soir. Voilà. Et donc, cette personne de grand talent, incontestable, lui aussi, il lui faudra 10 ans pour avoir son identité que tu ne retrouves pas des touches de chez Pierre-Paul Jacques. Voilà. Dans 10 ans, tu auras son identité dans l'assiette et là, tu diras, voilà, il a fait le... Et donc, pourtant, c'est quelqu'un d'un talent immense. Pas la question. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Il faut le temps.
plus j'interviewe des chefs pas âgés, mais tu vois, à l'expérience, qu'on fait beaucoup de maisons, etc., ils te disent, voilà, effectivement, tu as un temps incompressible et avant d'arriver à comprendre ce qu'on a envie de faire aussi, ça prend... le cheminement est long. Exactement, c'est un cheminement qui est très long. Et j'imagine que pour toi, à 19 ans, dans le bain directement, parce que quelque part, tu n'avais fait que des... pas des stages, mais tu avais fait que des stages avant. J'avais fait un lycée hôtelier, j'avais fait un stage avec Christian Villers à l'hôtel Martinez, à la Palme d'Or. Donc autant te dire quasiment aucune expérience. Hormis le fait que je traînais dans un restaurant depuis toujours, que j'ai toujours cuisiné avec papa, que j'avais le goût, que j'avais... Ok, mais... Concrètement, c'est bien, mais c'est au début, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, toutes les conneries que j'ai pas appris chez les autres, je les ai faites chez moi. Bien sûr. Et puis j'imagine toute la partie aussi d'encadrement, parce que quand tu as 19 ans, pareil, tout ça, tu sais pas, manager les équipes, les plannings, comment on fait, ça doit être une sacrée... ça a été un gros défi. Un gros défi. Mais du coup, 10 ans après, quelque part, tu as la récompense de tout ce travail, à la fois dans ton assiette, et comme tu le disais, les rencontres, et le fait qu'il faut staffer tout ça parce que l'étoile récompense une maison dans son ensemble et pas donc un chef en l'occurrence. Et après, donc, qu'est-ce que tu t'es dit une fois que tu as eu l'étoile? C'était quoi tes nouveaux objectifs? Qu'est-ce que tu... Écoute, moi j'ai toujours rêvé j'ai toujours su que j'étais pas l'homme d'une seule maison. C'est-à-dire que mon caractère et mon envie de manger la vie, j'ai besoin d'être nourri. J'ai besoin de rencontres, j'ai besoin de faire plein de choses. Et donc je savais dès le départ que je ne resterais pas toute ma vie derrière le fourneau dans une maison. Parce que sinon mon caractère fait que j'allais m'endormir, en quelque sorte. Je comprends. Et j'avais besoin d'autre chose pour me régénérer. Et donc ma seconde phase a été de dire, si les opportunités de la vie font que je peux le faire, j'aimerais avoir d'autres maisons, accompagner d'autres maisons. Voilà. Et je reviens à ce que je disais au-dessus, mais tu sais, Maximin avait dit 10 ans pour construire ton identité, 10 ans pour être capable d'en sortir, sans la dénaturer. C'est important, ça aussi. Et donc, ça m'a pris 10 ans de plus. 10 ans de plus. Tu vois. Donc, on arrive à 39 ans. Donc, tu construis un petit peu plus, parce que j'ai 19, 10 ans, j'ai la première étoile, et un tout petit peu moins, puisque c'est en 2019 que les planètes s'alignent. Moi j'ai des équipes qui sont structurées, Hélène et ceux qui l'accompagnent, Romain, Alexis, ils sont plusieurs. Et là j'ai la rencontre avec Jacques Oudinot, qui est le directeur général du groupe Voile d'Or, qui est propriétaire de l'endroit où nous sommes aujourd'hui, qui va ouvrir Maison Villeroy, elle est encore en travaux, et qui par les hasards de la vie via un ami commun. L'ami lui dit, écoute, je cherche un chef. Jacques a fait toute sa vie, toute sa carrière à l'étranger. Il est rentré en France pour ouvrir d'abord le Crillon, puis cette maison. Et il dit, écoute, je connais un gars, il est bien. Et il me présente à Jacques. Et là, démarre ma première aventure à l'extérieur du Relais des Moines pour Maison Villeroy. Voilà. Et à ce moment-là, tu vois, moi, j'ai jamais forcé les choses, en fait. Les choses, elles viennent comme ça, tu sais, c'est des rencontres. Ça doit être naturel, ça doit être... jamais forcé. La vie, elle se construit comme ça. Voilà. Bien sûr. Et donc, nous commençons par travailler sur Maison Villeroy. Et entre-temps, le propriétaire achète la Voile d'Or à Saint-Jean-Cap-Ferrat, que nous réouvrons à l'été 2019, 2020-2021, pour 3 saisons. Et donc, en vérité, ma première expérience a été la Voile d'Or juste avant d'ouvrir ici, puisqu'ici, on a ouvert en janvier 2020. Voilà. Et donc là, c'est incroyable parce que tu sors de ta maison, tu participes à la création de ce lieu extraordinaire. C'est quand même une chance incroyable que j'ai eue. Je l'en remercierai jamais assez. Et puis voilà, tu apprends à rencontrer d'autres personnes, des gens qui ont des profils plus hôteliers, donc qui sont beaucoup plus structurés que toi, sur les chiffres, sur la vision. Donc je me nourris et j'apprends encore aujourd'hui à ses côtés, à leur côté. Beaucoup de choses qui vont me permettre de prendre de la hauteur, non plus forcément que sur le métier de cuisinier, mais pour le coup sur le métier de chef d'entreprise. Alors j'ai toujours été chef d'entreprise, forcément, puisque ça faisait des années que je l'étais, mais dans mon restaurant, dans ma structure. Là, tu passes un autre step, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc c'est passionnant. Ça doit être hyper intéressant. Tu apprends beaucoup de choses. Et voilà, et donc ça commence à dérouler, et puis après, au fur et à mesure, donc on ouvre cette maison en janvier 2020. Au départ, cette maison, elle n'est pas ouverte à la clientèle extérieure. Elle est réservée, on a un club privé, on a nos clients résidents à l'hôtel, et on ne peut pas venir manger en fait à Maison Villeroy si tu ne résides pas ou si tu n'es pas au club. Donc ça c'est janvier 2020, mars c'est le Covid.
moi de suite je dis bon, ça va être sympa d'avoir un lieu confidentiel, mais enfin il faut l'ouvrir un peu parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Et donc avec Jacques, on en parle à notre propriétaire qui nous donne l'autorisation d'ouvrir la maison. Puis moi je savais qu'on avait cet endroit incroyable, Ouais, c'est ça. et j'avais juste envie d'une chose, c'était de l'ouvrir et éventuellement d'essayer d'y avoir une deuxième étoile. Une étoile ici, tu vois. Alors tiens, en parlant d'étoiles et de... Qu'est-ce que... Si j'en reviens au chef, comment parce que tu as ta patte dans ton restaurant historique, Oui. qu'est-ce que tu cherches justement quand t'ouvres à Saint-Jean ou ici? C'est quoi la cuisine que tu veux proposer du coup? Tu vois ce que je veux dire? Alors écoute, à la Voile d'Or, ça a été, c'est toujours assez évident en fait. À la Voile d'Or, tu as un endroit iconique de la Côte d'Azur. Oui. Tu es sur la mer. Et donc là, c'est la pure Méditerranée qui est devant toi. On a même un pêcheur au pied de l'hôtel. C'est extraordinaire. Et j'y reviendrai après, mais depuis quelques années déjà, j'ai envie d'une cuisine de restaurant avec une cuisine plus gourmande, plus généreuse, moins pointue, plus spontanée, plus auberge. Ces souvenirs d'auberge du Sud-Ouest, tu vois, que j'ai depuis longtemps. Et la Voile d'Or est le premier acte concret de ce que deviendra Marius. On va en parler après, puisqu'on a deux maisons qui s'appellent Marius, une à Biarritz, une à Monaco. Et c'est le premier acte de ce que deviendra Marius demain. Voilà. Donc on fait une cuisine assez simple, les produits du soleil, la mer Méditerranée, les légumes. C'est un hôtel historique où on a une très très belle argenterie, donc on ressort l'argenterie des placards, parce qu'on l'avait mis au placard l'argenterie. Et moi j'ai envie de ressortir cette argenterie et d'en faire profiter nos clients, de faire une cuisine contemporaine, généreuse, gourmande et spontanée. Voilà. Et quand j'arrive ici, écoute, ici c'est assez simple au départ. Tu te dis, voilà, tu es au cœur du 8e arrondissement de Paris, qui à mon sens représente tout ce qu'a l'artisanat d'art à la française de plus beau, à travers les maisons de joaillerie, de haute couture, de maroquinerie. Un établissement qui a été rénové par 120 artisans d'art. Oui, j'allais dire que ton écrin à lui seul représente l'artisanat dans toute sa noblesse. Tout à fait. Et donc du coup je me dis, écoute, on va mettre en avant tous les terroirs de France. Voilà. Donc on va aller chercher en région le plus beau produit dans le Sud-Ouest, en Alsace, en Bretagne, sur la Côte d'Azur. Voilà. Et puis on va mettre en avant ces terroirs de France. Ça a été ma première phase. Elle a un tout petit peu changé ces derniers temps, mais on y reviendra plus tard. Et donc voilà, comment tu fais alors? On fait ce travail-là. Les artisans viennent à toi ou tu vas à eux? Non, on va les chercher. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on va chercher, qu'on découvre. On échange, et puis on construit comme ça cette identité où, si tu veux, mon identité culinaire est toujours la même. Le produit, les sauces, mon fil conducteur reste le même. C'est juste au lieu d'être enfermé dans ton terroir provençal et méditerranéen, tu prends un petit peu de recul, t'en sors et tu vas vers d'autres produits, tout en gardant ton identité, quoi. Ça doit être chouette pour toi de découvrir aussi comme ça des nouveaux, c'est génial. Nouveaux produits, des nouvelles régions. C'est génial, mais si tu veux, il faut être bien structuré. C'est pour ça c'est toujours important ces histoires de phase de 10 ans, parce qu'en fait, il faut être capable de penser autre chose ailleurs, mais sans que lorsque tu reviennes à tes origines, c'est-à-dire quand je rentre chez moi, je dois être imperméable. C'est-à-dire que je ne dois pas ramener et mélanger ce que je fais ici et ce que je fais dans ma maison. Comment tu fais? Tu as des cases dans ton cerveau que tu fermes et que tu refermes? Exactement. Parce que sinon, pour le coup, là, tu rentres dans un truc où tu vas te perdre. Oui, tu vas être hybride un peu partout et ce sera... Et ça n'aura ni queue ni tête. Donc il faut réussir quand même à cloisonner les choses et à vraiment garder ton identité dans ta maison qui est le Relais des Moines et dans ton terroir qui est le Relais des Moines. Et quand tu es ici, garder le cœur de ton identité culinaire, mais sans non plus qu'il y ait de croisement, puisque c'est deux maisons avec des identités différentes. Et là, ça devient intéressant. Là, tu changes de casquette, ça doit être... C'est passionnant. Et tu arrives comme ça à te effacer tout le sud quand tu es à Paris. Après, il faut faire gaffe, tu vois, parce que ton naturel fait que tu... Bien sûr, tu vas à droite à gauche, selon moi là. Et donc, il faut cloisonner ça. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est un conseil que m'avait distillé Jacques Maximin à une époque, je me rappelle, où il y avait, pendant 10 ans, il y a eu un événement avec l'ambassade de France en Israël qui s'appelait So French So Food, et auquel j'ai participé pendant 10 ans, donc j'y allais tous les ans. Et donc c'était génial parce qu'on allait dans les marchés, les épices, voilà. Alors, moi c'était toujours un petit peu ma Méditerranée, parce que voilà. Et j'étais rentré une fois et Jacques m'avait dit, fais gaffe, parce que
à force d'aller un peu à droite à gauche, tout ça, quand tu rentres, il ne faut pas que tu ramènes, que tu commences à ramener les épices de là, les trucs, les machins, parce que sinon tu vas perdre ton identité. Tu vois. J'avais toujours gardé ça en tête. Et du coup, ça m'a beaucoup servi après, parce que voilà, ça m'a cloisonné les choses. Quoi, voilà. Ouais, c'est ça, tu te structures mentalement pour cloisonner les choses. Exactement. Parce que j'imagine que tu as un produit ici qui vient de Bretagne, tu es dans le sud, quelque part, tu te dis oh, putain, ce produit-là, il était vachement bien, pourquoi bien sûr, bien sûr. Et tu arrives à te dire non, on se l'interdit. On a des lignes rouges. Ouais. Parce qu'un bar de Bretagne, c'est différent d'un loup de Med? Alors en vérité, c'est la même famille, c'est le même poisson. Oui. Oui, il est différent parce que c'est pas la même mer, elle est plus chaude, elle est plus saline, donc forcément le produit est différent. Donc quoi, texture, matière, texture, goût, tout. Alors après, là on est, c'est du détail d'expert là, en vérité. Il n'y a que toi. Là, de nous deux, il n'y a que toi qui sent la différence. Il y a en vérité peu de gens, si on cuit un pavé de loup et un pavé de bar, qui seront capables de voir la différence. J'en connais pas beaucoup. Et je ne suis même pas sûr que moi je sois capable, en fonction de mon humeur de la journée, c'est quand tu manges, toujours pas été impacté par, parce que l'émotion, parce que tu es, par le moment dans lequel tu es. Honnêtement, c'est pas gagné. Mais oui, il y a une différence. Ouais, elle est minime, mais elle y est. Et alors, tu disais que tu as fait évoluer ici entre 2020 et maintenant, c'est ça? Oui, écoute, il y a, tu sais, ça faisait 5 ans, bon, ça va faire 6 ans au mois de janvier, mais ça faisait 5 ans cette année. Et quand on est arrivé dans cette maison, Jacques a pris la direction générale du groupe, m'a recruté, mais la maison ici, le projet était quand même assez avancé. Donc toute la vaisselle avait été achetée, on n'est pas intervenu sur la racine de l'identité de la maison, si tu veux. Bon. Alors tout avait été hyper bien fait, donc il n'y avait pas de sujet. Mais il n'empêche que nous n'avions pas réfléchi la maison dès le départ avec vraiment une identité que j'aurais posée, réfléchie de A à Z. Voilà. Et 5 ans ont passé, parce qu'encore une fois, il faut du temps. Voilà. Et là, cette année, on a décidé, et j'ai eu l'immense chance qu'on me laisse dérouler tout ça et qu'on me donne la carte blanche pour repenser complètement de A à Z l'identité de 33. Donc on a totalement changé toute l'expérience client, toute la vaisselle, toute l'identité de notre maison. Et là, pour la première fois depuis 5 ans, j'ai pu vraiment prendre le temps, qui m'a pris 5 ans pour le coup, de réfléchir à ce que, voilà, quel est mon rêve, qu'est-ce que moi je veux faire de ça. Voilà. Et donc là, on l'a fait. Génial. C'est génial. Génial. Voilà. Et donc voilà, donc on a simplement, je suis retourné, je suis sorti un petit peu de cette idée d'aller dans toutes les régions françaises. Oui. Pour le coup, pour revenir quand même un peu plus à mon terroir méditerranéen, parce que c'est ce dont j'avais envie. Voilà. Et donc, on a reposé. Alors, tu sais, ce sont des choses assez fines. La cuisine, c'est la cuisine. Je n'ai pas changé mon identité culinaire. C'est juste que dans la façon dont on le fait, voilà, on est revenu un peu plus à la Méditerranée, sans non plus s'y enfermer dedans. C'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas faire venir que des poissons de Méditerranée. On va utiliser aussi des poissons qui sont plus près, en Bretagne, en Normandie, des coquillages, des choses comme ça. Oui. Mais on va garder quand même ce fil conducteur méditerranéen qu'on n'avait pas acté avant. Voilà. Et donc on a repensé tout le séquençage et toute l'expérience client de la maison dans ce sens-là. Et puis moi, ça faisait longtemps que j'avais envie aussi de simplifier les choses, c'est-à-dire que nos clients évoluent, leurs envies évoluent, on évolue. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que les maisons étoilées en France ont besoin de se remettre en question et d'évoluer, parce qu'ayant la chance d'avoir quand même plusieurs maisons dans plusieurs régions, avec plusieurs niveaux de gamme différents, je me suis rendu compte que parfois, une certaine clientèle délaissait un petit peu nos maisons étoilées pour aller plus vers des auberges, des beaux bistrots, des choses un petit peu plus simples, un petit peu plus... on y trouve un accueil et une cuisine extraordinaire, bien évidemment. Tous ces gens-là font formidablement bien leur métier. Mais je sentais que, voilà, que les gens avaient envie un petit peu d'autre chose et que la façon dont on s'était un petit peu enfermé nous-mêmes dans cet univers-là, dans nos maisons étoilées, il fallait un peu le casser. Voilà. Et à force d'échanges, de découvertes, j'ai structuré un petit peu ça. Et en particulier, je suis sorti un petit peu de tous ces séquençages qu'on a au début, où on nous met tout un tas d'amuse-bouches, enfin, où on met, oui, moi ça, le premier, tout un tas d'amuse-bouches, de choses diverses et variées, et on est tous rentrés un petit peu dans une espèce de fête à la saucisse. Alors comment tu casses ça, toi, alors, du coup tu prends une page blanche et tu réécris l'histoire, quoi. Et tu dis, écoute, ce qui se fait, on s'en fout, en fait. Ouais. Et on va faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire pour nos clients, parce que c'est ce qu'ils ont, c'est d'un ce qu'on a envie de leur délivrer,
On a envie de leur donner ça. Et de deux, je pense que c'est ce Eux, qu'ils ont envie. ce qu'ils ont envie de goûter. Donc voilà, je pense qu'au fil des années, nous nous sommes enfermés dans tout ce système-là, parfois des menus à rallonge, parfois où le chef star impose, dit vous allez manger ce que j'ai décidé. Et je crois que nos clients n'en veulent plus. Donc concrètement, c'est une certitude. Concrètement, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de menu carte blanche, par exemple? Non, on a une carte. On a une carte. On a des menus, bien évidemment, mais on a beaucoup de souplesse. Les gens peuvent manger qu'un plat si ça leur fait plaisir, en manger 5 s'ils ont envie. Et où je demande à nos équipes d'être plus souples. C'est-à-dire que s'il a envie d'en manger 5, mais que sur le menu il y a écrit que c'est du rouget, mais qu'il a envie de manger la lotte d'à côté, de l'autre menu, tu vois, en fait on fait ce qu'on veut, quoi. On fait ce que le client veut. Donc, ouais, c'est ça. Donc on écoute le client. C'est plus le chef. Tu remets le choix du client au centre du truc. On remet le client au cœur du sujet. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. On a allégé tout le démarrage de notre repas avec quelque chose de plus rythmé, de plus frais, de plus dynamique, de plus sympa. L'idée, c'est aussi ça, c'est de remettre la convivialité c'est exactement le mot que j'allais te... Voilà. Génial. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, ils ont envie de pouvoir choisir, ils ont envie d'être dans un lieu convivial, ils ont envie de rigoler. Un restaurant, c'est pas une cathédrale. Et donc, voilà, quoi. On met une bombe dans la maison. Des racines du sud-ouest qui font que oui, puis c'est un moment aussi. C'est ce que je suis. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que je suis. Donc, et alors, ça m'a fait penser à une question que je t'ai pas posée tout à l'heure. Est-ce que tu aurais pu, un établissement comme celui-ci, tu sais, à l'époque où il était privé, aurait pu avoir une étoile Michelin? Alors non, parce que moi, à l'époque, quand on a ouvert en janvier 2020, j'avais contacté le directeur du Michelin de l'époque en lui disant écoutez, on va ouvrir à Maison Villeroy, je vous informe, mais il n'y a pas d'enjeu puisque n'étant pas ouvert à la clientèle extérieure, les inspecteurs ne peuvent pas venir pour le coup. Ou alors il faudrait qu'ils viennent dormir, etc. Et de toute façon, ils n'auraient pas mis une étoile, un lieu où un client ne peut pas réserver. C'est ça. Donc ça n'avait pas de sens. Et pour le coup, le jour, donc septembre 2020, quand on réouvre juste après Covid, on prend la décision d'ouvrir la maison. Et donc là, je les ai recontactés en me disant écoutez, voilà, on va ouvrir. Donc si vous avez la possibilité de venir nous visiter pour ce sera avec plaisir. Voir ce qu'ils en pensent. Et voilà. Ils ont mis combien de temps alors à venir? Écoute, ils sont venus de suite. On a ouvert le 14 septembre. L'étoile ici a été prise en 6 semaines. On a ouvert le 14 septembre. Nous avons refermé, je crois, aux alentours du 15 octobre pour la double sanction du deuxième. C'est ça, la phase 2. Et en janvier suivant, le Michelin sort et on a la chance d'être étoilé. Donc ils nous ont suivis très rapidement. Encore une fois, il y a 15 ans derrière de travail au relais des moines. C'est exactement ce que j'allais dire. Le chef Romain Lamotte qui est ici et qui prend l'étoile ici concrètement, qui est ici en cuisine au quotidien, est avec moi depuis plus de 10 ans. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu appelles le Michelin, il se dit pas tiens, c'est qui Zozo qui me truc. Voilà, t'es quelqu'un depuis des années. C'est ça. On essaie de faire un travail avec beaucoup de sérieux depuis des années. On arrive dans une maison qui est structurée, où on met des équipes sérieuses, donc il y a pas, voilà, donc ils nous font confiance. Tu dois être à nouveau heureux quand même de cette étoile. À nouveau heureux, bien évidemment. Alors après, ça a été une étoile un peu bizarre parce qu'il n'y a pas eu de cérémonie. Enfin, tu me diras, moi à l'époque où j'ai pris ma première étoile, il n'y avait pas de cérémonie du tout. Moi, je l'ai appris. Je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure parce que à l'époque, je suis aux arcs, c'est Jacques Gantier, le fameux critique, qui, à l'époque, il recevait un communiqué de presse du Michelin, et puis c'est les journalistes qui t'appelaient régionaux en général, en te disant putain, t'as une étoile, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ce qui s'était passé. C'était un jour de février où il neigeait, d'ailleurs, j'en reparlerai toujours. Et là, par contre, c'est la première. La première, ça fait 10 ans que tu l'attends, et là, c'est une bombe émotionnelle. Ouais. La première, c'est une bombe émotionnelle. Quand ça fait 10 ans que tu cravaches, je peux dire que celle-là, voilà. T'as la pression qui retombe ou très vite tu te dis... C'est d'abord une émotion incroyable pour toi-même, pour tes équipes, pour ta famille. T'imagines, mes parents qui me suivent, qui m'ont suivi, ce que j'ai fait au relais des moines, c'est une folie à l'époque. Donc j'ai des parents qui sont fous aussi au final, parce que se disent bon allez... c'est une famille, de fous. Tu vois, il faut quand même... mais ils ont cru en toi. Oui, non, mais c'est bien. Donc du coup, c'est une récompense pour tout le monde, tu vois. Donc c'est incroyable. Ah oui. Il y a une grande fierté pour eux. Et voilà. Et puis la deuxième, c'est autre chose parce que tu as déjà connu ça. Tu es en plein Covid. Il faut une sortie à la Tour Eiffel et c'était assez rigolo parce que on appelait toujours Pierre Hermé faisait partie de la remise à la Tour Eiffel, remettait un prix de mémoire à la Tour Eiffel et c'était filmé, tu vois, c'était retranscrit en direct. Et ça avait été tourné la veille. Et le soir, il dormait ici.
Hasard, hasard. Non, pas hasard, on connaît, tu vois. Et les équipes, je dis aux équipes, bon, le chef Hermé, là, il dort là ce soir, machin, mais en fait, il sort de la Tour Eiffel et ça sera retranscrit demain, mais lui, il sait déjà. Et il savait. Donc les équipes, oh, chef, bien évidemment, il n'a rien dit. En grand professionnel qu'il est, il n'a rien dit. Et c'était rigolo, quoi. Donc le lendemain, ça sort, mais lui, il le savait déjà depuis la veille. Et voilà, moi j'étais au Pays Basque avec des amis, tu vois, on était en plein confinement, donc Ouais, c'est ça. on n'était pas très confinés, mais Ouais. on a quand même fait une petite fête, tu vois. Mais c'était un moment, c'était un beau moment, c'était un grand moment aussi. Ouais. Ouais, puis quelque part aussi, ça doit. Tu dois, toi, d'un point de vue professionnel, pour le coup, te dire ça. Bah oui. Deux comme ça, dans ces Ouais, conditions, ouais. ça veut dire que quelque part, tout ton travail. Oui, et puis c'est, tu passes quand même un cap, c'est-à-dire qu'autant. Ouais, double étoilé, oui, c'est C'est quand même autre chose. C'est ça. Deux établissements différents, dans deux lieux qui n'ont quelque part rien à voir aussi. Tout à fait. Non, c'est un grand bonheur. Ouais, ouais. C'est un génial, grand ça. bonheur. Voilà, et puis c'est ce qui nous a permis après de travailler et puis d'avoir d'autres opportunités qui se sont construites. On a Château Mentonne dans le Haut-Var, qui est une famille qui a un magnifique domaine viticole, où on a ouvert une ferme auberge dans leur domaine, et un bistrot à l'Orgue avec eux aussi. Donc on a 3 établissements tout dans le Var. Et alors, la ferme auberge, tu vas proposer quoi comme type de. Bah écoute, ferme Là aussi, auberge rien à voir dans le Var, rien à voir. Dans le Var, on est vraiment, on a notre poulailler, on a un magnifique verger, on a tous nos légumes aussi, on fait l'huile d'olive qu'on sert ici, qu'on sert dans nos maisons d'ailleurs. Donc là, tu es hyper local. Là, c'est ultra local. Ultra local. Là, c'est du locavore à mort. Ouais. Et voilà, on fait une cuisine qui est très très simple, toujours avec beaucoup de goût. Voilà. On construit là aussi notre identité de ferme auberge varoise. Voilà, on fait des plats très gourmands, très généreux. Le dimanche, on a une magnifique rôtissoire. Le dimanche, tu vois, on fait les cochons de les rôtis, les poulets, les machins, enfin, tu vois, des choses comme ça. J'adore. Donc on construit comme ça quelque chose et qui marche très 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 bien. D'ailleurs, c'est un succès absolu. Et puis on a ouvert un bistrot à l'Orgue qui est entre le Relais des Moines et le château Saint-Antonin au mois de juin. Tu vois, donc c'est assez récent pour le coup, qui fonctionne aussi très bien. On a fait un petit bistrot varois partagé dans un lieu très très sympa. T'as combien de casquettes là On a 8 maisons en tout aujourd'hui, donc, c'est ça. donc ça commence à faire. Et puis après vient cette envie toujours, tu vois, que j'ai depuis plusieurs années de faire cette cuisine de gourmandise, de générosité, de partage que je pense depuis longtemps. Et l'opportunité fait que mon ex-épouse avec qui j'ai construit le Relais des Moines pendant 20 ans, la vie nous a séparés, on a une petite fille formidable ensemble, mais on s'entend merveilleusement bien. Elle est à Biarritz depuis quelques années. La petite a grandi. Elle a envie de revenir dans la restauration. Et il y a une maison qu'on aime depuis très longtemps, qui n'est pas très loin du Sautelier, qui s'appelait à l'époque Campagne et Gourmandise, qui est une maison étoilée depuis plus de 30 ans. Ça s'appelle l'atelier d'Alexandre Bousquet quand on le rachète. Elle est à vendre. C'est la maison des rêves au Pays Basque. Elle est à vendre. Donc. Et j'arrive à l'acheter. Oh là là. Plus de sujet d'étoile, c'est pas ce qu'on veut là-bas. Ouais. On a envie de faire ce qui est devenu Marius, cette fameuse table de gourmandise, de partage, de générosité qui est incroyable et qu'on ouvre en janvier de l'année dernière. Voilà. Et alors avant d'arriver sur que tu nous expliques Marius concrètement, comment tu mets en place le rachat? Je veux dire, tu vas voir des banques, tu fais un business model. Comment ça se passe cette partie-là? Oui. C'est ça? Ça c'est construction. Alors on a un côté pur chef d'entreprise. Ouais. Donc tu pars d'une feuille blanche, tu construis ton modèle économique en espérant que tu ne te trompes pas. Ouais, c'est ça. Donc tu fais quoi? Tu voilà, fais 5 années de 3 voilà, c'est ça, 5 années de prévision. 5 années de prévision. Tu construis, voilà, à quel prix je vais vendre. Déjà, tu étudies ton marché, tu étudies les prix qui paraissent logiques dans cet environnement-là. Donc les prix de vente, donc les prix d'achat, le personnel. La carte des vins, le personnel, combien tu vas rembourser de crédit, combien tu vas payer de loyer, combien il y a d'électricité, fait tout, quoi. Modèle économique. Combien de temps il faut pour faire ça? Écoute, c'est assez rapide parce que j'ai l'expérience. Disons que encore une fois, c'est des ponts tout ça. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, grâce à Jacques Oudinot, avec qui j'ai fait de multitudes de business models et qui m'a appris à faire ce travail-là, ici à Maison Villeroy, à la Voile d'Or à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour Maison Hudson à New York. J'ai beaucoup travaillé avec Jacques sur pendant plusieurs années sur des modèles économiques et lui m'a appris à faire ce travail-là. Parce que c'est lui qui m'a formé à ça.
là aussi, j'imagine, encore une fois, que quand tu arrives avec un dossier sérieux auprès d'une banque, Oui. etc., tu ne dois pas avoir la même attention du banquier que si tu arrives avec un truc comme ça au doigt levé, sur un polycop. Déjà, on va pas se mentir, nos métiers aujourd'hui aux yeux des banques sont marqués au fer rouge. C'est une réalité, c'est très compliqué. La restauration est un métier difficile, très fluctuant, où les banques, c'est marqué au fer rouge. Ouais. Donc si tu n'as pas aujourd'hui, soit tu as la chance d'avoir beaucoup d'argent, ce n'était pas le cas, soit tu as une expérience de gestion de restauration, ce que j'ai pour le coup depuis plusieurs années, avec une maison sérieuse, un banquier qui te connaît depuis plusieurs années, un projet construit, ficelé, sérieux, parce que dans un tableau, tu mets ce que tu veux comme chiffre. Hein. Moi, je ne mets pas ce que je veux, je mets les chiffres réfléchis, voilà. Et là, effectivement, le banquier te suit, quoi. Voilà. Non, mais c'est important de dire à ceux qui nous écoutent que ce travail-là, il faut aussi y prêter beaucoup d'attention. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et deux amis, entre autres, deux amis d'enfance qui m'aident sur le projet, qui mettent un petit peu de sous, Alexandre Pujot et Thomas Bergère, et Géraldine, du coup, aussi, qu'on met dans la société, parce que c'est elle qui va la porter au quotidien. Oui. Et donc voilà, et donc on arrive à le faire, et en janvier. On ouvre, janvier 2024, on ouvre Marius à Biarritz, et qui de suite est un beau succès, quoi, est très bien accueilli, parce que nous avons créé quelque chose qui n'existait pas, je crois. Encore une fois, tu sais, dans nos métiers, on ne réinvente rien, dans la cuisine, tu ne réinventes rien, tout a été fait. Mais c'est une table qui est, dans la façon dont elle est délivrée, dans la façon dont l'art de la table est pensé, tu vois, tout c'est un restaurant, c'est un environnement. Il n'y a pas de... La cuisine, c'est 40% du sujet. Il faut un lieu, c'est la rencontre entre un lieu, une architecture, voilà, un environnement, une atmosphère, le sens du détail. Et cette somme-là fait que tu arrives à un résultat qui fait plaisir aux convives que tu reçois et où les gens se sentent bien. Voilà. C'est ça. Et donc je crois qu'on a réussi dans cette maison et dans j'aime pas trop le mot concept, mais bon, parce que le concept c'est un concept, mais c'est pas un concept à la mode. Voilà, on va dire, c'est un concept qui est fait pour vivre. En tout cas, je crois qu'on a fait quelque chose de plus que du concept. Voilà, de bien pensé. Et que les gens ont bien reçu. Donc ça a été un beau succès dès le départ. On a fait une très très belle année. Et quel type de plat alors vous proposez là? Écoute, c'est quoi? C'est du partage? Le principe du Marius, c'est du partage ou pas. C'est-à-dire que rien n'est servi à l'assiette, tout est servi en plat. Donc on va aller chercher de l'argenterie, de la céramique, de la porcelaine, du cuivre, de la fonte. On va mélanger un petit peu tout ça, on va te mettre tout ça au milieu de la table. Tu vas avoir à chaque fois des légumes, une garniture à base de légumes, une garniture à base de céréales, toujours un bon mesclin avec des herbes, toujours un gros travail sur les sauces. Voilà, et un produit simplement cuisiné avec une bonne sauce, un bon jus et des garnitures qu'on te met, puis tu vas venir piocher ou tu vas le manger toi-même, ou ça va amener à faire goûter les autres. Et voilà, et on fait la même chose sur les entrées, on fait la même chose sur les desserts. C'est-à-dire qu'on arrive avec déjà de mousse au chocolat qu'on sert à table, magnifique crème caramel, des îles flottantes, des belles tartes. Un peu convivial. Alors c'est très convivial, c'est très réconfortant, c'est très gourmand. On a l'impression d'être à la maison, quoi. Exactement. Mais la cuisine, elle est très simple, mais elle est très pointue. Voilà. Mon chef à Biarritz, Kevin Bigot, a passé 12 ans auprès de Jean-Marie Gaultier au Palais à Biarritz. Il sait faire la sauce, le garçon. On en revient à ce que tu disais au début, c'est pas parce que ça fait simple comme ça qu'en termes de préparation, c'est simpliste. Hein. En fait, si tu veux, le Marius, c'est tout ce savoir-faire et toute la rigueur de la maison étoilée, de cette expérience-là, qu'on met au service d'une simplicité, d'une générosité, d'une gourmandise. C'est ça. Voilà. Mais il y a toujours au fond cette rigueur, cette sélection du produit, voilà, au service de cette auberge finalement. Et donc le résultat est assez intéressant, c'est chouette, quoi. Voilà. Puis c'est spontané, quoi. Tu vois, voilà, on fait des choses et c'est très bon, tu te régales, quoi. Tu te régales simplement, en fait. Tu réfléchis pas. Voilà. Ouais. C'est pas intellectualisé. Tu prends du plaisir. Voilà, tu prends un plaisir simple. Merci, au revoir. Ouais, t'es pas dans l'analyse, t'es dans le plaisir. Exactement. Et tu as ce qui est bien aussi, un très beau lieu, puisque c'est une ferme basque du 19e. Tu as une équipe de salle qui est très conviviale, très sympathique, mais qui, pour toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette équipe, ont tous fait de très belles maisons pendant de nombreuses années. Donc ils sont très cool, très sympas, très décontractés, mais dès que tu as un client qui passe la porte et qui est un peu pointu, ils savent le gérer. Donc voilà, tu vois, c'est ce mix-là qui est extrêmement intéressant.
Voilà. Et puis, quelques mois après, toujours opportunité de la vie, Marc Dussoulier, qui est un ami et un grand professionnel sur la Côte d'Azur depuis de très nombreuses années, m'appelle et me dit, écoute Sébastien, j'ai un ami à Monaco qui a racheté un restaurant, il faut que tu viennes voir. Et donc on va avec mes équipes voir ce lieu sur le port de Monaco et d'évidence on se dit, je pense qu'il faut y faire un Marius. Ouais, c'est ça. Ah ouais, un Marius. Parce que Monaco, pour le coup, t'es dans un truc encore, ok, t'es dans le sud-est, mais ouais. c'est une enclave avec une clientèle aussi vraiment différente, etc. Monaco, c'est très différent. Monaco, c'est un pays, un marché, si on parle de business, très spécifique. Oui. Et en même temps, tu vois, à Monaco, tu as beaucoup de... alors soit tu as les très grandes maisons, bien évidemment, étoilées, mais après, sur le reste, tu vas beaucoup avoir de cuisine, je vais dire exotique, c'est pas le bon mot, mais tu vas manger du péruvien, tu vas manger du grec, tu vas manger beaucoup d'italien. Asiatique. Alors des lieux où tu manges partout très bien, très haut de gamme, parfaitement exécuté, service partout. Irréprochable. Peu importe le niveau des maisons, voilà. Mais tu n'as pas une belle auberge méditerranéenne et provençale. C'est rigolo ça. Donc tu t'es dit, toi, il y a un truc là. On s'est dit, on va faire ça, parce qu'en fait, Marius, c'est quand même son ADN à la base, c'est celui-là. Ouais. Alors au Pays Basque, forcément, tu vas avoir des produits, après, il s'adapte avec son terroir. Donc là-bas, tu vas travailler des produits du terroir basque, bien sûr. Et là, on va le travailler avec ce qu'on a devant nous, la mer Méditerranée, quoi. Voilà. Mais on fait exactement la même chose. Et donc ça, c'est en juin. C'est-à-dire qu'en janvier, on ouvre Biarritz, en juillet, on ouvre Monaco. Ça a été une année difficile. Juin 24. Ouais. Ok. 6 mois après. Ah, t'enchaînes. 14 janvier, Biarritz. Ouais. 14 juin, Monaco. Et là, t'es pas dans la même... t'as pas la même, comment dirais-je... T'as pas les banques à aller voir sur Marius Monaco, non, etc. T'as pas cette partie-là. Là, c'est pas exactement. Tout à fait. C'est pas un restaurant propre qu'on achète. C'est ça. Donc là, on va accompagner et poser notre marque et gérer après au quotidien, à distance et régulièrement en étant sur place, en mettant des équipes, voilà, la maison et en diffusant tout notre ADN comme on le fait ici à Maison Villeroy. Tu vois, c'est la même chose. Et alors, comment ça démarre Monaco ? Écoute bien, c'est difficile parce qu'on a un lieu qui était une grande institution monégasque qui s'appelait le Stars and Bar. On mangeait des burgers, des tacos, tu connais ? Sur le port ? Sur le port. Ok. Donc c'est ce lieu-là qu'on reprend. Donc les équipes sont toujours là, il faut se rapproprier la maison, diffuser une image, essayer de faire venir les gens. Donc tout ça c'est très long et très compliqué, donc là ça fait 18 mois, tu vois. Et ça progresse petit à petit, mais on essaie de prendre le temps d'inscrire la maison pour durer, quoi, tu vois. Notre métier, c'est pas de faire des restaurants à la mode, enfin, je crois pas. C'est d'essayer de faire des maisons qui durent. Ouais, c'est ça. T'es plus sur un marathon que sur un 100 mètres. Exactement. Donc voilà, donc on continue à travailler avec beaucoup de sérieux dans cette maison pour affiner le trait, voilà. Et on est content, quoi. Ça va, tu vois, c'est une aventure extraordinaire, quoi. On a une chance incroyable. Voilà. Ouais, et puis à chaque fois, tu redécouvres des nouvelles personnes avec qui travailler, des nouveaux collaborateurs que tu dois former. Exactement. C'est passionnant. Aussi bien en salle qu'en cuisine, etc. C'est passionnant, tout à fait. Ouais. Oui, parce que ça, c'est important. C'est important parce que tu dis là, parce que mon métier aujourd'hui, on parle toujours de chef et de cuisine, mais encore une fois, ça ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais une intervention pour dire je vais vous aider à faire une carte, mettre mon nom sur une carte, faire 3 photos, rentrer à la maison. Ça ne marche pas. Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, ceux qui le font, ça dure 6 mois. On prend à chaque fois l'ensemble des sujets. Donc la cuisine, la salle, le lieu, la communication, tout. La carte des vins, tout. Tout est important. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un ensemble. Oui. C'est un ensemble ce que tu travailles. Je ne crois pas à la possibilité juste de faire une recette, quoi. Oui, c'est ça. Si tu ne la fais pas dans son environnement pour une clientèle, pour une expérience globale, ça sert à rien. Puis ça ne m'amuse pas en plus. Et alors, entre deux maisons dans le sud-est, j'imagine que tu as une clientèle qui n'a rien à voir entre Marius à Monaco. Très différente, c'est ça. Très différente, mais en même temps, oui, parce que Monaco, international Monaco quelque part Monaco très international pour le coup. Le Relais des Moines, très local, très monégasque aussi depuis toujours. D'accord. Les monégasques, le week-end, ils filent de Monaco et puis ils vont se mettre au vert dans le Var, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est super parce qu'en plus, il y a de vraies dynamiques entre les maisons. C'est ça aussi qui est chouette. C'est-à-dire qu'on échange, on parle des maisons, les gens viennent à droite, viennent à gauche. Et c'est valable ici avec Paris, principalement d'ailleurs, puisque Paris étant quand même centre de la France en quelque sorte, tout le monde va à Paris. Donc la dynamique entre les maisons, entre Paris et la province, c'est hyper important.
Donc c'est génial, parce que tu te retrouves avec des clients qui vont de Marius Biarritz à Paris, de Paris aux Arcs, Monaco, c'est super ça. Ouais, donc tu travailles toi dans l'ensemble, quoi. Ouais, dans l'ensemble. ouais, c'est des fichiers clients qui sont, c'est un groupe, donc c'est des fichiers clients qui sont en symbiose avec des équipes qui sont sensibilisées, formées à faire attention au fait que le client c'est un très bon client du Relais des Moines, qui est ici, on va lui offrir l'apéritif, il boit toujours de l'eau gazeuse, mais quand il arrive, si on a bien fait notre job, on le sait ici, et donc on lui pose pas la question, quoi. Il est habitué aux Arcs à avoir que de l'eau gazeuse, ici on lui demande pas s'il veut de l'eau plate, quoi. Là, tu rentres, tu vois, dans un truc, c'est amusant ça. C'est pas ce que, je veux dire, qu'attendent ce type de clientèle-là quand tu as les gens ils adorent côté, ça. Oui, c'est ça. Tu marques 1000 points, quoi. Le client se dit ok, bon. Ouais, parce que ça peut paraître un détail, mais quelque part, ça fait pro. L'autre jour, il n'y a pas très longtemps ici, on a un gros client historique de la maison Relais des Moines. Il dit je vais manger à Paris, très bien. Et lui, il boit toujours un americano avec un Perrier à côté, à l'apéritif. Toujours. Le gars, il s'est assis, on lui a posé un americano avec un Perrier, sans lui poser la question de savoir s'il voulait un apéritif. Il m'a dit, putain, vous êtes bon. Le détail qui fait la différence. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le détail qui fait la différence. Notre métier, c'est le détail qui fait la différence. Ouais, c'est ça, c'est important. Toutes ces petites choses-là. Tu penses que non, mais en fait, tout est important. Tout est important. Le plus dur, c'est d'avoir cette quête, d'essayer de faire bien, de se rapprocher d'une idée de perfection qu'on n'atteint jamais, bien évidemment, mais en tout cas, c'est... Comment tu l'entretiens, cette quête-là? Comment tu te... Parce que j'imagine, du coup, tu dois te remettre en question régulièrement, toi, te dire, tiens, ça, pas régulièrement, en permanence. Ah ouais, c'est ça. Oui, avec nos équipes. Le terme, il est génial. Avec nos équipes, c'est-à-dire qu'on se remet en permanence en question, on réfléchit, Écoute, après, c'est une question de volonté, tu l'as dans la tête. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et tu sais que, faut y aller, quoi. Ça veut dire que tes équipes aussi, tu les titilles toujours pour en tirer pour qu'elles progressent, et puis ça va dans les deux sens. Mes équipes me nourrissent. Bien sûr. Tu vois, c'est pas sans unique. Hein. Oui, évidemment. C'est-à-dire que tu apprends aussi des choses de collaborateurs nouveaux, d'un chef dans telle maison qui va te dire moi un jour j'ai fait ça, machin, c'était sympa, vas-y, fais-le. Enfin, tout ça, c'est encore une fois l'humain, c'est le cœur de tout. Et donc l'humain, c'est l'échange, la communication. Et moi, je ne crois pas à la verticalité dans mon métier. C'est-à-dire que c'est pas moi qui arrive et qui dit à un chef on va faire une fiche technique, ça a été fait dans un laboratoire où on a dit on va faire tel plat pour Paris, tiens la fiche technique, voilà les quantités, je veux ça. Salut. Moi, je ne travaille pas comme ça. Comment tu travailles alors? Il ne faut pas mettre les chefs sous cloche. Il faut ni les chefs, ni les directeurs de restaurant, ni personne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai mon identité, j'ai mon fil conducteur, je sais là où je veux aller, je leur transmets ça, mais c'est impalpable. Donc j'essaie de leur transmettre ça. Et alors comment tu fais pour prendre notre temps. Au début, dans la relation, alors il y en a avec qui tu travailles depuis des années, qui passent d'une maison à une autre. Bon, là, c'est facile. Ils ont ton ADN en eux, en quelque sorte. On l'a construit ensemble, plutôt. Et quand tu accueilles de nouveaux collaborateurs, ça a été le cas par exemple ici à Maison Villeroy, quand le chef qui était là est parti et Alexis Bonnard nous a rejoints, il y a toute une première phase où là tu vas être un peu plus directif au début parce que tu es bien obligé de transmettre un petit peu ton ADN, et puis petit à petit il va l'intégrer, tu vas lui laisser de la liberté, il va proposer lui, et puis après tu goûtes, tu rectifies, tu construis ensemble, et puis tu arrives au bout d'un moment à un résultat qui te paraît le plus juste possible. C'est des échanges. C'est ça. Et encore une fois, ça prend du temps. Il ne faut pas être pressé. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai l'impression là de tout ce que tu nous dis, c'est que celui ou celle d'ailleurs, qui veut faire ça mais qui est pressé, faut pas. Il faut faire autre chose. Non. Pas à ce niveau-là, je ne pense pas que tu puisses. Oui, c'est ça. On n'est pas dans un fast-food. Peut-être que le presser dans un fast-food, ça pourrait fonctionner encore, je ne sais même pas. Oui, et puis après, tu sais, il y a des... Après, les choses évoluent. Hein. Il y a aujourd'hui des maisons qui prennent des étoiles beaucoup plus vite qu'à l'époque. Enfin, à l'époque où moi j'ai pris l'étoile, il était impossible d'avoir une étoile rapidement, quoi. Sauf si tu avais déjà été étoilé, sauf dans de rares cas. Mais sinon, ça n'arrivait jamais. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup plus vite. Je ne suis pas sûr que ce soit un grand service qui soit rendu aux cuisiniers qui les reçoivent. Mais bon, ça c'est un avis personnel et d'expérience. Ça peut plus compliquer les choses que faciliter. C'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire que être bon cuisinier c'est une chose, mais ça suffit pas, quoi. Enfin, oui, bien sûr. Il faut assumer derrière la clientèle, la maison, pas exploser en vol parce que tu te retrouves à avoir plein d'articles de presse et que tu crois que tu es une star.
Enfin, il y a toutes ces notions-là aussi. C'est Évidemment. quand même des métiers très exposés. Ouais. Bon, enfin... Donc toi, si tu avais un puis conseil... la vision, moi il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, alors moi j'y étais préparé, mais il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais pris l'étoile, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que, c'est un peu terrible ce que je dis, mais c'est la stricte vérité. C'est-à-dire que tu nais personne et tu deviens quelqu'un, comme ça. C'est-à-dire que tu te retrouves à aller manger au restaurant. Moi, ça m'était arrivé dans un restaurant juste après ma prise d'étoile où je vais dans un restaurant et du coup, tu te retrouves avec les mecs qui étaient presque au garde à vous pour t'accueillir, tout le bordel, alors que tu as juste une étoile. Tu vois. Enfin, il y en a... Oui. Comme m'a dit Jacques Maximin le jour où j'ai reçu l'étoile, il m'a dit il y en a 650 autres. Donc bon, en gros, Ouais, c'est ça. ça va quoi. J'avais adoré. T'enflamme pas. T'enflammes pas, tout va bien. Moi, je ne m'étais pas enflammé, mais voilà, mais il me l'avait quand même dit au cas où. Toujours ce fil conducteur bienveillant, tu sais, qui vient derrière toi et qui te dit... Ouais, les petits mots okay. comme ça où tu te souviens, tu fais ok, d'accord, faut pas que je... Et je crois d'ailleurs qu'il m'avait même pas dit c'est bien, quoi. Il m'a même pas félicité. Il m'a juste dit il y en a 650 autres. Donc, travail progresse. Ouais, donc il faut quand même garder les pieds sur terre. Il faut garder les pieds sur terre. Il faut pas s'enflammer. Le regard des autres change beaucoup. Tu te mets à recevoir des cadeaux, tu te mets à recevoir. Voilà. Donc, moi, ça avait été marquant à l'époque, ça. Alors, moi, j'ai toujours été bien entouré, j'ai cette chance-là. Oui. Mais donc, ça n'a pas eu d'impact. Mais je m'étais fait la réflexion. Et je m'étais dit, putain, si t'es un jeune chef qui prend ça dans la tronche, que t'es pas entouré, tu peux vite vriller, quoi. Mais il y en a plein qui vrillent, d'ailleurs. Ouais, beaucoup, bien sûr. Beaucoup, hein. Donc c'est en ça que je dis que ça demande quand même une certaine maturité et une certaine... voilà. Ouais, au-delà de ce que tu proposes dans l'assiette, la maturité de l'assiette, t'as aussi... ça va peut-être ensemble d'ailleurs. Évidemment, ouais. Voilà. Ouais, c'est vachement intéressant. Donc là, depuis quand t'as toute cette nouvelle formule ici avec le nouveau service, au mois d'octobre, la vaisselle? on a fait ça au mois d'octobre, c'est tout récent. Ouais. On a fait ça au mois d'octobre. Et voilà, on a eu la chance d'accueillir dans notre équipe aussi Michael Moret, qui est le directeur de notre restaurant, qui est sommelier également, qui est un très grand sommelier d'ailleurs, qui est une superbe personne qui est avec nous. Et parce que ça aussi, ben voilà, c'est toujours l'humain qui revient. C'est ça. Dans un restaurant, c'est super, le chef, c'est génial, mais enfin, il nous faut quand même d'abord quelqu'un qui soit là pour accueillir nos clients, l'hospitalité, tu vois, qui les fidélise, qui soit sympa, qui mette la bonne atmosphère. Bien sûr. Et j'ai trouvé en Michael un binôme comme ça qui est assez incroyable, j'ai beaucoup de plaisir et c'est génial, quoi. Comment tu travailles avec lui sur tout ce qui est association, mets, vin vous en discutez? Écoute, c'est lui? Comment ça se passe? Il goûte bien évidemment tous les plats. Il a des idées, il construit ses accords, de temps en temps on goûte ensemble, voilà quoi. Parce que là on parle d'accords. Hier soir il m'a fait goûter 2-3 vins là, qui étaient magnifiques, voilà. Parce que là où nous sommes ici pour l'interview, on est dans le bar à vin. Tout à fait, bar à vin grappier, tout à fait. Ouais, donc là ici on a tout un tas de vins au verre qu'a sélectionné Elisabeth Tuisa avec une sélection électrique qui est hyper intéressante et hyper incroyable. Et puis on a un chef qui est derrière le bar tous les soirs qui fait ce qu'on appelle des grappillettes, donc une carte un petit peu de tapas entre guillemets, qu'on accorde avec Xavier justement sur les accords qu'il veut proposer aux clients. Donc ça veut dire qu'on a à la fois le restaurant d'un côté, mais si on veut, on est dans le coin, on veut ne serait-ce que boire un vin, puis ensuite l'agrémenter, etc. On vient grappiller ici. Venir juste boire un petit verre ou carrément dîner ici à Grappille. Oui, on te fait à manger. Tu fais un repas ici. Hein. Ah oui, on peut tout faire. Ah oui, on peut tout faire. Tout à fait. Oui. Et là aussi, Grappille, c'est récent, cette formule-là? Oui, Grappille, on l'a ouvert au mois de mai. D'accord. Tu vois, donc voilà. Et donc on est content, hein. C'est un super succès, les gens adorent. C'est super, quoi, parce que déjà tu as un cadre qui est incroyable, le cadre est dingue. Tu as une super équipe qui est là et qui te fait découvrir des petites découvertes, des prix très raisonnables, jusqu'à de très grands crus, à des prix un peu plus élevés, bien évidemment. Bien sûr. Et nous on propose des petites assiettes à grappiller qui sont hyper sympas, tu vois. En ce moment, on fait une dorade crue marinée aux agrumes qui est juste dingue. Un petit bœuf wagyu là qu'on fait juste au chalumeau comme ça, un Hokkaido A5 très naturel comme ça. C'est très simple ce qu'on fait, mais par contre c'est des super produits. C'est ça. On a un magnifique foie gras de chez Robert Duperrier qu'on fait nous mi-cuit, tu vois, à peine, qui est sublime. On a un partenariat assez poussé avec la maison Caviari qui fait des produits formidables. Où on propose leur saumon, on propose des tamarins qui sont dingues. Voilà, un petit peu de caviar, on fait un croque caviar qui est incroyable.
Voilà, enfin, tu vois, plein de petites choses comme ça, assez sympa, quoi. Voilà. Avec des quilles qui sont aussi, qui peuvent être incroyables, là aussi, Ouais. au verre. Au verre, la bouteille, on les a aussi, c'est bien ça, sûr. Mais, bien sûr, bien sûr. Voilà, tu peux te faire une bouteille, tu peux te faire des accords. Enfin, c'est très. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois. On a une petite planche de charcuterie avec des charcuteries qui sont au top, un peu de planche de fromage, des choses simples, des choses plus pointues, il y en a pour tous les goûts. Tu vois, mais j'ai toujours le l'impression beau produit. ici, Tu vois. Voilà. effectivement, on va dire dans les deux parties ici de l'établissement, qu'on est quand même sur la volonté que le client a la main sur ce qu'il a envie, Oui. t'impose rien, Exactement. et c'est ici, tu es sûr de trouver une chaussure à ton pied, puisqu'en fait, c'est toi qui vas choisir, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Et une identité marquée, Bien sûr. forte, et Bien sûr. voilà. Puis il y avait des produits de dingue, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça le but. Mais Grappille, c'est génial. Enfin, moi, je suis très heureux qu'on ait ouvert Grappille parce que ce lieu, au départ, était un petit peu réservé à la clientèle du club, tout ça. Et puis, et moi, ça fait très longtemps qu'on a envie de lui donner de la vie, tu vois. Ouais, de montrer, de donner de la vie, bah oui. Et donc, puis après, c'est la rencontre avec Xavier Tuisa, c'est un type extraordinaire, quoi. Franchement. C'est une chance incroyable de pouvoir échanger avec Xavier, qui est certainement aujourd'hui un des plus grands sommeliers au monde. Et qui est d'une humilité absolue, d'une gentillesse absolue, qui parle du vin avec une simplicité émouvante. C'est incroyable. Franchement, ça c'est une grande chance. Il y a des rencontres dans la vie comme ça que tu as la chance de faire. Et lui, c'est vraiment. J'aimerais bien être une petite souris pour assister à vos discussions quand vous êtes en train de goûter les plats, le vin à côté. C'est la petite souris, voilà, grosse petite souris. Et en même temps, qui c'est se très pointe. simple, tu vois. Parce oui, que, mais bien sûr. Parce que tu parles le même langage, quoi. Donc du coup, non, là, il me faut plus d'acidité parce que là, tu vois, ça marche pas, truc, et ça. Mais c'est très rapide, voilà, c'est assez simple, c'est assez évident en vérité, tu vois. Et quand c'est évident et que c'est simple comme ça, c'est que ça déroule, ça doit être. c'est du bonheur, tu vois. Ça doit être du velours. C'est du bonheur. Hein, donc voilà. Et, tu vois, hier soir, on a fait une jolie soirée là. Il y avait une belle vie, c'était plein. T'aimes ça, le côté. Ouais, moi j'aime quand les lieux sont vivants. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime les lieux vivants. C'est ton ADN du Sud-Ouest là qui fait que t'as. Moi j'aime les lieux vivants. Tu vois, je veux, ce que je leur dis toujours, y compris à 33 et surtout à 33, mais ici c'est plus évident parce que c'est un bar à vin. Naturellement, t'as un côté plus. Moins guindé, plus sympa. Et c'est vraiment le travail qu'on a fait avec les équipes et il se trouve que c'est l'ADN de Michael, donc ça a été très facile de dire ok quoi, moi je veux que ça rie, je veux que les mecs qui sortent des quilles, ils ouvrent des bouteilles, ils se fassent plaisir et qu'ils se tapent des fous rires dans la salle de restaurant quoi, qu'il y ait de la vie quoi. Ouais, la vie quoi, la vie. Et c'est ce que les gens y veulent aujourd'hui, c'est ce que moi je veux et je pense qu'on a tous besoin surtout dans les temps complexes qu'on traverse. Arriver dans une bulle comme ça, tu vois, et être hors du temps et oublier tout le truc. Je crois qu'on a tous besoin de passer un bon moment. Voilà, de bonheur et de convivialité. C'est ça. Pas de sortir de ce quotidien perturbé. Voilà. Ouais, mais c'est important ça de pouvoir proposer ça et d'avoir cette. C'est comment dirais-je, c'est une grosse responsabilité que tu as. Non mais mine de rien, quand tu as un client qui ressort en disant voilà, j'ai passé 2 heures de bonheur. Tu sais, il y a un truc qui est très important aussi, c'est que tout le monde doit s'y sentir à l'aise. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je dis toujours aux équipes, vous savez, dans nos maisons étoilées, on a certes des gens qui ont des moyens et qui vont régulièrement dans les maisons étoilées, mais on a surtout des gens qui économisent longtemps pour une fois venir chez nous. Et ces gens-là, il faut aussi qu'ils passent un moment incroyable. C'est ceux sur lesquels on a la plus grande responsabilité de ne pas les rater. Parce que celui qui se fait une table ou 2 par mois, s'il mange un peu moins bien, le mois prochain il en fera une autre. C'est pas très grave. Ça fait chier, mais c'est pas très grave. Par contre, ces gens-là, ils vont venir une fois. Ils nous ont choisi à nous. Donc voilà, il faut que dans notre maison, ils se sentent vraiment à l'aise, qu'ils soient vraiment bien et qu'ils passent un moment exceptionnel. Et qu'ils se disent, on a économisé pour venir dans un étoilé, dans une maison comme ça, et il faut que ce soit que ça réponde à leurs attentes. Quoi. Tu as des gens qui économisent des années pour faire un anniversaire dans une maison comme la nôtre. Il ne faut pas l'oublier. Pas oublier ça, c'est important. Donc on en revient quelque part à ta responsabilité, mine de rien. Quand Gita, c'est vous. Oui, commune, bien sûr. Qui est très important. Moment. Voilà. Donc à tes équipes, tu leur dis aussi de garder les pieds sur terre. Quoi. Ah oui. Il ne faut pas être plus snob que le client. J'ai un très grand capitaine d'industrie, membre du Club des 100, qui est un client à moi, qui est un homme exceptionnel, qui mange énormément depuis des années. Et un jour, il me dit, Sébastien, j'ai été manger dans tel endroit. Il me dit, putain, ils étaient plus snobs que les clients, quoi. Et en fait, ce gars-là, qui est un homme de haute facture, qui mange beaucoup, lui le premier,
veut de la simplicité, veut de la convivialité, Enfin, il n'a pas besoin qu'on explique pendant un quart d'heure ce qu'il est en train de manger. Il le sait, quoi. C'est-à-dire l'adaptabilité au client. Oui, Voilà. c'est ça. Soyons cool, quoi. C'est ça. Voilà. Et identité aussi que vous véhiculez ici, quoi. Et pas de snobisme, pas de... Enfin, tout ça... Moi, je supporte pas. De toute façon, quand c'est comme ça, c'est là où on passe les plus mauvais moments dans une maison. Hein. Ça arrive. Donc, voilà, on essaie de prendre ce contre-pied, quoi. Vraiment. C'est ça. C'était super. Bah, Je me suis régalé à t'écouter. Bah, c'est fou, hein. Alors j'ai presque fini, mais attends, avant de faire la photo, t'as vu, j'ai une photo. Non, je termine toujours par des petites questions. Je sais pas si tu sais. Non. Des questions. Ah là, t'es prêt? Non, moi je suis prêt. C'est vrai? On est freestyle. Si tu devais cuisiner un plat pour une personne vivante ou décédée, ce serait qui et tu lui ferais quel plat? Écoute, encore une fois, une des personnes que j'admire le plus et qui est un ami proche, un immense cuisinier, c'est Jacques Maximin. Et j'aimerais bien lui faire un poulet rôti parce que c'est ce qu'il préfère. Avec à côté des frites, ça va te paraître bête ce que je te dis. mais lui faire ça à lui, je peux te dire que c'est compliqué. Pour que ce soit parfait. Et est-ce qu'on arriverait à faire est-ce que tu arriverais à faire quelque chose de parfait? Je sais pas. Donc tu serais dans la simplicité? Absolu. Ouais. De toute façon, tu sais, je crois que les chefs, en règle générale, quand ils font la cuisine pour des gens qu'ils aiment, et qui veulent faire plaisir, font toujours des choses très très simples. En général. Ouais. Eh ben, c'est une belle transition pour ma deuxième question, qui est, est-ce que tu aurais une recette à nous donner en 1 minute chrono? Une petite chose comme ça. Écoute, oui, allez, quelque chose qu'on pourrait faire à manger comme ça de manière très simple. Ouais. Tu prends des légumes de saison, peu importe la saison, tu les assaisonnes avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu d'herbes aromatiques. Tu les fais rôtir comme ça au barbecue et puis après tu prends un beau poisson, une belle viande que tu assaisonnes bien, tu le grilles, tu mets un bon filet d'huile d'olive dessus, si c'est du poisson, si c'est de la viande non bien évidemment, et tu t'es régalé, quoi. C'est tout. C'est tout. Du produit, posé. Posé, bien assaisonné, et un beau produit avec voilà, un bon assaisonnement, la belle cuisson. d'olive. Et c'est tout. Et tu as passé un super moment. Alors, c'est compliqué cette question parce que tu vas comprendre, mais si je généralise, qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent de leur expérience ici ou dans tes maisons, d'une manière générale? Qu'est-ce qui te ferait le plus Bah écoute, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand un client, je trouve que la plus belle satisfaction pour un cuisinier, c'est quand un client, quelques années après un repas, revient et te donne le plat qu'il a mangé il y a quelques années en arrière. Et te dit, je me rappelle que j'ai mangé ça, mais avec précision. Quand tu as ça, tu as gagné. Je pense que c'est la plus belle des satisfactions. Parce qu'on mange beaucoup de choses, mais réussir à imprégner dans l'esprit d'un convive un plat précis, ouais, c'est qu'il a pris une belle claque. Hein. C'est qu'il a pris une claque et qu'il l'a mémorisé. Ouais. Et que des années après, il te dit j'ai mangé tel plat il y a quelques années chez vous, je m'en rappelle encore. Plus beau des compliments. Ah ouais. Alors, toujours sur une question un peu. Alors, si tu devais ouvrir un restaurant dans un autre pays, oui. Ce serait où et tu ferais quoi? Est-ce que tu aurais une envie un peu Écoute, oui, moi j'ai une grande envie de New York en particulier. Parce que c'est une ville qui est un tourbillon. C'est une ville où j'ai failli ouvrir un restaurant. On l'a créé, on l'a fini. Malheureusement, la vie a fait que on n'a pas pu allumer la lumière et recevoir des convives. C'est ce qui arrive parce que New York, vous étiez vraiment rendu à... vin dans la cave, tout terminé. On avait juste à commencer à cuisiner. Et donc forcément, ça reste une frustration. C'est une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle du coup je me suis énormément rendu à construire ce projet, pour comprendre la ville, pour goûter la ville, voilà. Et donc ouais, moi j'aime beaucoup j'aime bien les États-Unis, j'aime bien New York. C'est bouillonnant, quoi. Ouais, alors j'ai une question. C'est assez incroyable. J'ai une question sur New York parce que j'ai aussi pas mal d'affinités. Et Bettina, si tu nous écoutes, ma copine new-yorkaise, me dit toujours qu'il y a
tout cas pas une surreprésentation, mais une grande représentation d'assiettes ou de restaurants italiens, asiatiques, etc., mais que du français de qualité, elle me dit en fait, quand tu compares aux autres, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc toi aussi, tu as fait ce constat-là? Oui, évidemment, j'ai fait ce constat-là, puisque comme je te dis, j'ai énormément mangé à New York. Et des restaurants français traditionnels à New York, en vérité, il n'y en a pas beaucoup. Tu as le Benoît d'Alain Ducasse qui est une référence. Après, tu as Daniel Boulu, bien évidemment, qui dans ses bistrots, gratins, tout ça, fait ce travail-là, mais qui, dans sa grande maison doublement étoilée Daniel, a un côté un peu plus, quand même, qui tire un peu plus sur l'Asie, tu vois. Il a un pont quand même un peu. Il y a souvent beaucoup un retour de touche asiatique un petit peu. C'est pareil pour Jean-Georges, tu vois, c'est pareil pour. Et oui, c'est un vrai constat. Mais en fait, tu sais, là, c'est une question extrêmement intéressante et c'est un vrai sujet. Pourquoi la cuisine française traditionnelle s'exporte mal? Ah, et alors? C'est quoi ton... Parce qu'en vérité, c'est exactement ce que tu viens de dire. Les Italiens ont réussi à développer leur ADN dans le monde entier. Les Asiatiques ont réussi à le faire aussi. Le Japonais, Le Japon, alors après plus ou moins bien fait, mais en tout cas ils arrivent à développer ça. Et nous les Français, on a quand même plus de mal à développer les choses, quoi. Alors pas en haute gastronomie, puisqu'on a nos grands chefs, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, Yannick Alieno, tous ces gens-là qui ont des maisons étoilées dans le monde entier, donc ça c'est un autre sujet. Mais sur une restauration plus traditionnelle, on va dire, on a quand même beaucoup de mal à la retrouver. Alors pourquoi? Parce que déjà, la cuisine française est une cuisine de produits, est une cuisine à haute technicité, mais en même temps, tout est à haute technicité. Quand tu fais un sushi, c'est d'autant plus compliqué, tu vois. Et puis le produit, je veux dire, à New York, tu trouves des carottes bio, tu trouves à New York, tu trouves tout ce que tu veux. Tu trouves du vin, tu trouves du bœuf pour faire un bourguignon si tu as envie, tu vois. Tout ce que tu veux. Ils ont des produits incroyables aujourd'hui aux États-Unis. Enfin là, pour le coup, tu n'importes plus. Hein. Oui. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Donc du coup, tu peux faire de la cuisine, tu peux faire un bourguignon, tu peux faire un Navarre nouveau, enfin vraiment de la cuisine traditionnelle française comme tu veux, quoi. Donc qu'est-ce qui fait que ça n'a pas Écoute, j'ai du mal à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est simplement qu'on arrive à exporter notre haute gastronomie, mais pas forcément nos restaurants traditionnels? Après, c'est des choses qui évoluent aussi. Tu vois, M. Ducasse me disait il y a 2 jours qu'il ouvre là, cette semaine, au Japon, à Tokyo, une brasserie, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, au parc Hyatt de Tokyo. Donc, il va faire ce travail-là, je pense. Je ne sais pas la cuisine qu'ils vont y faire, mais je suis persuadé qu'il va délivrer ça. Lui, il le fait déjà sur ses Benoît au Japon déjà. Pour le coup à New York, mais aussi au Japon et dans d'autres pays. Mais en fait, mis à part ces immenses chefs comme le chef, c'est vrai que tu as peu naturellement ça, quoi. Il y a quelques chefs français à New York qui le font, qui ont des bistrots. J'ai plus leur nom en tête, mais il y en a quelques-uns. Mais très peu. Ramener au nombre d'habitants, etc., et de restaurants proposés, c'est infime. Alors que, donc, ce que tu es en train de dire, toi, c'est que tu as de la place aussi à l'étranger pour une cuisine française de qualité et tu peux... Après, moi, je pense qu'il faut... moi, ce que j'avais prévu de faire, ce que j'aurais aimé faire là-bas, c'était on allait sur une cuisine française quand même méditerranéenne, quoi, tu vois. Voilà. Et finalement, c'est d'autant plus fou que la cuisine méditerranéenne, au sens large de la Méditerranée, elle s'exporte très bien. Tu retrouves beaucoup de restaurants de très haute qualité, libanais, grecs, marocains, enfin tu vois, tout l'arc méditerranéen est plutôt bien représenté. La Riviera française et italienne, française pour le coup moins. Sous-représentée, t'as raison. Voilà, c'est bien parce qu'il faut qu'on essaye de changer ça. Exactement. T'as un plaisir coupable, toi, en termes de bouffe, t'as un truc un peu foufou? Ouais, un truc pas bien, le Nutella. Si je commence un pot, c'est fini. Faut pas le commencer? Non. C'est bien ça. Et alors, dernière question, tu as un plat qui te ramène à ton enfance, une Madeleine de Proust, où à chaque fois que tu le sens, tu le revois, tout de suite tu repars Ce que j'aime beaucoup, c'est le confit de canard, quoi. Je vais pas te surprendre, mais j'adore ça. Comment tu le fais, toi, le confit? Tout simple? Confit à la poêle. Hein. Enfin, on prend le canard grand, on le fait confire, et puis après, voilà. Ouais, tout simple, Tout simple. Un bon confit. Avec des pommes de terre sautées, avec une petite persillade. Là, si t'as des cèpes, t'es au top. Voilà, quoi. La vie, quoi. Mais ouais, moi, j'adore ça. J'adore ça. Le confit de canard, c'est un truc... c'est comme la garbure, quoi. D'ailleurs, il y avait le confit dans la garbure. Dont on a parlé tout à l'heure. Tu fais le combo. On a commencé par la garbure. Tu fais le combo, Donc ouais, ça, c'est des trucs de gamin. Ouais. Je me rappelle
papa, il en avait toujours, tu vois, à la carte. Et un petit confit, je me rappelle, gamin, c'est un confit vite fait là. Putain. Pas gras le confit. Non, attends, le gras du canard, c'est très bon, hein, pas de souci, hein, tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Hein. Quand tu manges des bons produits, bien élevés, sains, en étant raisonnable, tu vois. Ouais. En fait, tu n'as pas besoin de te priver, tout va bien. Il suffit de faire gaffe à ce que tu manges, en fait. C'est comme la charcuterie, ça. Mon grand-père, il était charcutier, il a mangé de la charcuterie matin, midi et soir toute sa vie. Bon, mais il n'a jamais eu de problème, hein. Il est mort vieux. Mais par contre, elle était bonne. C'était pas des cochons picousés à l'antibiotique. On en revient à tout ce que tu nous as dit sur la qualité des produits, etc. Oui, en vérité, le sujet aujourd'hui, il est là. Ouais. C'est-à-dire que tu es obligé de manger correctement. Puis c'est des questions aussi pour l'environnement, voilà. Quoi. Donc mangeons moins, mais de qualité. Mangeons moins, mais de qualité, ouais. Ouais, c'est ça. Belle conclusion, ça, cette émission. Petite photo pour finir. Et on aura fini. Je vais tenter de régler l'appareil. Attention. Mille merci. Merci à toi. Pour ce super moment. C'était un bel échange, merci beaucoup. C'était génialissime dans ce lieu magnifique. Une émission magnifique. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi. Mille merci à toi Sébastien pour ce cadeau. On voit le sapin de Noël là derrière que tu viens de nous faire en nous accordant ton temps, ton énergie, ta patience pour nous raconter ton parcours. C'était intéressant de parler de produits, de parler de valeurs, de parler de transmission, de gourmandise, de partage. Enfin voilà quoi. Tes origines du Sud-Ouest ont été, je trouve, bien mises en avant. C'était captivant. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on aime? On like, on partage, on commente. Abonnez-vous aussi, c'est important si vous voulez avoir une petite cloche tous les vendredis à 18h. Et aussi TikTok, Insta, nos réseaux sociaux. Si vous voulez avoir des petites behind the scenes, comme ils disent à Hollywood, sur l'envers du décor aussi, c'est aussi ça ce que je vous propose sur les réseaux sociaux. Donc merci, mille merci pour tout. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez, allez au restaurant, allez au marché, rencontrez des artisans, goûtez leurs produits, cuisinez. Voilà. C'était Toto pour les chefs se mettent à table. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut, salut.